Bonjour à tous, je suis Élodie Rivet, professeure de biochimie à l'Université de Rouen-Normandie. Vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo un extrait d'un cours magistral de biochimie générale qui est dispensé aux étudiants de licence en sciences de la vie. L'objectif ici est de vous montrer comment se déroule un cours à l'université et comment, du point de vue de l'étudiant, suivre ce cours de manière efficace par une prise de notes appropriée. Donc, je vous propose une sorte d'exercice de méthodologie. La vidéo va démarrer et comme les étudiants de licence, essayez de suivre la leçon du jour tout en prenant des notes. Et puis nous verrons à la fin de la vidéo si cette prise de notes correspond aux éléments essentiels qu'il fallait retenir et si ces notes sont efficaces pour préparer l'évaluation. Bonjour à tous, je vous rappelle que la semaine dernière, nous en étions arrêtés dans le chapitre 1 aux techniques d'analyse des protéines. Et nous allons voir aujourd'hui une technique d'analyse, la chromatographie échangeuse d'ions ou chromatographie ionique. Je rappelle qu'ici, nous ne sommes pas dans un cours de biochimie analytique et donc je n'ai pas pour ambition de vous donner un cours exhaustif sur les méthodes chromatographiques. L'objectif ici, c'est plutôt d'illustrer comment on peut mettre en œuvre une technique d'analyse en exploitant les propriétés physico-chimiques des molécules. Et donc ici, les propriétés acido-basiques des protéines. Comme toutes les méthodes de chromatographie, l'objectif est de séparer les constituants d'un mélange, ici les constituants d'un mélange de protéines. Dans cette technique de chromatographie, on utilise une phase stationnaire qui est constituée d'une résine, c'est-à-dire des billes qui portent des groupements chargés. Lorsque ces groupements sont chargés de manière positive, on parle de résine échangeuse d'anions, puisque cette résine est capable de retenir des ions chargés négativement. Quand la résine porte des groupements négatifs, alors il s'agit d'une résine échangeuse de cations. Donc, je vous donne dans la diapositive suivante quelques exemples de résines que l'on utilise. Bien évidemment, vous n'avez pas cette figure dans le polycopié, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à retenir par cœur les structures qui sont montrées ici. L'idée, c'est simplement d'illustrer que concrètement, une résine, c'est un ensemble de billes, par exemple de billes de silice, sur lesquelles on vient greffer de façon covalente des groupements chimiques chargés positivement, ici dans le cas des deux premiers exemples, ou chargés négativement dans le cas de ces trois exemples. On exploite les propriétés acido-basiques des protéines et en fait, la séparation va se faire selon le point isoélectrique des protéines. Et on a défini ce qu'était le point isoélectrique dans les cours précédents, donc je vous encourage à les revoir. L'idée, c'est que la charge nette de la protéine varie en fonction de ce point isoélectrique et du pH de la phase mobile. Donc, comme c'est montré sur ce petit graphique ici, où vous voyez l'évolution de la charge nette de la protéine en fonction du pH du milieu. La charge d'une protéine dépend des groupements acido-basiques des chaînes latérales des résidus de certains acides aminés constitutifs. Alors, dans cette technique, la séparation des protéines va dépendre du point isoélectrique caractéristique de chaque protéine et du pH de la phase mobile. Donc, on a vu dans les cours précédents que la charge d'une protéine dépend de l'état de charge des chaînes latérales, des groupements des chaînes latérales de certains acides aminés constitutifs de la protéine. Et vous voyez ici l'évolution de la charge nette sur ce graphique en fonction du pH. Dans la chromatographie par échange d'ions, la séparation des protéines va se faire en fonction de la charge de la protéine. Et cet état de charge dépend du point isoélectrique de la protéine et du pH de la phase mobile. Donc, ce sont des choses que nous avons pu étudier lors des cours précédents. Et donc, je vous encourage à retourner dans ces cours et également dans les exercices de la séance de TD numéro 2. Donc, en effet, dans cette séance, on a pu rappeler que la charge d'une protéine dépend des groupements acido-basiques des chaînes latérales de certains résidus d'acides aminés. Et on avait vu, par ce petit tableau, que je vous encourage à refaire, que l'on peut représenter l'état
cet état de charge pour chacun de ces groupements. Donc, qu'est-ce que l'on trouve comme groupement acido-basique au niveau des acides aminés? Eh bien, on trouve essentiellement le groupement acide carboxylique carboxylate pour les acides aminés à chaîne latérale acide, et puis ce couple NH3 plus NH2 pour les chaînes latérales de certains résidus à caractère acide. Chaque couple est caractérisé par un pKa. Donc si on note ici le pKa1 relatif au couple COOH, CO- et ici le pKa2 du couple NH3 plus NH2, eh bien, on peut représenter dans ce tableau l'état de chaque groupement. Pour le couple COOH, CO-, le groupement est sous sa forme protonée quand le pH est inférieur au pKa1. Le groupement est sous sa forme déprotoné, donc chargé négativement quand le pH est supérieur au pKa. Concernant le deuxième couple, on trouve la forme protonée chargée positivement quand le pH est inférieur au pKa, et puis la forme déprotonée lorsque le pH est supérieur au pKa. Donc on comprend bien en refaisant rapidement ce petit tableau que la charge, si on considère une molécule avec seulement deux types de groupements acido-basiques, eh bien, on voit bien que la charge qui va résulter ici sera positive si le pH est très faible, inférieur au pKa1. Ici, on pourra avoir, pour une valeur de pH comprise entre le pKa1 et pKa2, on pourra avoir une charge nulle, puisque les charges s'annulent. Et puis, quand le pH est supérieur au pKa2, eh bien, la charge est négative. Donc, pour une protéine qui va être constituée de plusieurs dizaines éventuellement d'acides aminés à caractère acide ou basique, eh bien, la charge résultera de la charge de l'ensemble de ces groupements. L'idée, c'est que, comme il est montré ici sur ce petit graphique, plus on va vers un pH acide, plus on a tendance à accumuler finalement les charges positives, plus on va aller vers un pH alcalin, plus on va avoir tendance à accumuler les charges négatives. Le point isoélectrique correspond au pH auquel les charges s'annulent. On aura une charge nette égale à 0. Donc sur le graphique, cela correspond au point d'intersection entre cette courbe et l'axe des abscisses. Donc en conclusion, c'est ce qu'il faut retenir et savoir expliquer, si le pH est supérieur au point isoélectrique, alors la charge est négative. Si le pH est inférieur au point isoélectrique, alors la charge est positive. Donc, mise en application dans un système de chromatographie par échange d'ions. Donc, on imagine une résine échangeuse d'anions, ici pour cet exemple. La question, c'est quelles sont parmi trois protéines A, B et C, qui sont toutes les trois caractérisées par un point isoélectrique distinct, quelles sont les protéines qui vont être retenues, non retenues, en fonction du pH de la phase mobile. Donc, premier cas, vous constatez que le point isoélectrique de A et le point isoélectrique de B sont inférieurs au pH de la phase mobile. Donc, d'après l'explication, la définition que l'on vient de donner précédemment, eh bien, les protéines A et B seront donc chargées négativement. Et puisque la résine, dans cet exemple, est une échangeuse d'anions, alors A et B seront retenus par la résine. Par contre, pour la protéine C, dont le point isoélectrique est supérieur au pH de la phase mobile, eh bien, la protéine C sera chargée positivement et donc elle sera non retenue. Cas numéro 2, le pH de travail, le pH de la phase mobile n'est plus le même. Et dans cette situation, seulement A a son point isoélectrique qui est inférieur à ce pH de travail. Donc seulement A sera chargé négativement. Seulement A pourra être retenu par la résine échangeuse d'anions. Pour terminer, donc, B et C ont leur point isoélectrique qui est donc supérieur au pH de travail. Elles sont chargées positivement. Elles seront donc dans la fraction non retenue. Merci pour votre attention
Comme convenu, voici maintenant une proposition concernant la prise de notes et les éléments essentiels qu'il fallait retenir pendant mon intervention. Donc, comme vous l'avez compris, pour ce cours, je distribue aux étudiants un fascicule qui comprend les figures que je commente pendant la séance. Et d'un point de vue méthodologique, je conseille aux étudiants de compléter les figures pendant que je parle, d'ajouter des définitions, donc les points qui me semblent essentiels. Donc dans le cadre de la leçon d'aujourd'hui, il s'agissait de la technique de chromatographie par échange d'ions pour séparer les constituants protéiques d'un mélange. Pour cette chromatographie, l'objectif est donc de séparer les protéines, ce que l'on peut ajouter sur la première figure. Dans le cadre de cette méthode, la séparation des protéines se fait en fonction de leur point isoélectrique et du pH de la phase mobile. Il est donc nécessaire pour les étudiants de se rappeler que le point isoélectrique correspond au pH auquel la charge de la protéine est nulle et comment on calcule ce point isoélectrique. Donc, cela a été vu lors de cours précédents et également lors de la séance de travaux dirigés numéro 2. Donc, en ce qui concerne la prise de notes, l'étudiant doit indiquer sur son polycopier de se référer à la partie de cours correspondante. De plus, vous avez vu que j'ai quand même pris le temps de réexpliquer comment la charge des groupements évolue en fonction du pH en proposant un petit tableau. Et donc, il est conseillé peut-être aux étudiants, si c'est nécessaire, de refaire ce petit tableau pendant la séance, donc dans lequel on trouve les différents groupements acido-basiques qui constituent les chaînes latérales des acides aminés. Et puis, on indique si ces groupements sont protonés ou déprotonés en fonction des pKa respectifs pour chaque groupement acido-basique. Le point important qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque le pH est supérieur au point isoélectrique, alors la charge nette de la protéine est négative. Quand le pH est inférieur au point isoélectrique, alors la charge nette de la protéine sera positive. Application. Dans la diapositive, on considère deux situations. On est toujours dans le cas d'une chromatographie qui utilise une phase stationnaire correspondant à une résine échangeuse d'anion. Donc ça, l'étudiant doit le compléter sur son schéma puisque cela n'apparaît pas, mais c'est important. Cas numéro 1, le point isoélectrique des protéines. Donc le point isoélectrique sur ces graphiques correspond à un point d'intersection entre les courbes et l'axe des abscisses. Donc le point isoélectrique des protéines A et B est inférieur au pH de la phase mobile, alors que le point isoélectrique de la protéine C est supérieur au pH de la phase mobile. Ainsi, la charge des protéines A et B est négative, alors que la charge de la protéine C est positive au pH de la phase mobile. En conséquence, la protéine C positive ne sera pas retenue sur une résine échangeuse d'anion, alors que A et B, qui seront chargées négativement, seront retenues sur la phase stationnaire. Donc, l'étudiant doit le compléter sur sa figure, puisque ces éléments n'apparaissent pas. Dans le cas numéro 2, on modifie le pH de la phase mobile, la phase stationnaire étant toujours cette résine échangeuse d'anion. Et donc là, ce qu'il faut préciser, c'est que puisque le point isoélectrique de A est inférieur au pH de la phase mobile, alors A est chargé négativement. B et C, dont le point isoélectrique est supérieur cette fois au pH de la phase mobile, elles sont à ce moment-là chargées positivement au pH considéré. B et C seront donc non retenues, alors que la protéine A sera retenue par la phase stationnaire. Donc le message que je voudrais faire passer dans cet exemple, c'est que pour moi, il y a au moins 2 erreurs à éviter lors de la prise de notes pendant un cours magistral. La première erreur, finalement, c'est d'écouter l'enseignant sans écrire, tout en prenant des photos des différents supports qu'il montre. Finalement, il ne retient pas immédiatement les éléments essentiels, il sera obligé d'aller faire ce tri pour retrouver les notions importantes quelques jours après la séance.
La deuxième erreur, au contraire, ce serait d'essayer de noter tout ce qu'il y a sur les diapositives, essayer de recopier intégralement les diapositives, essayer de noter toutes les phrases que l'enseignant prononce, parce que dans ce cas-là, de la même manière, les éléments essentiels sont noyés dans le discours de l'enseignant. Et donc, de la même façon, il sera obligé d'aller rechercher ces notions importantes, les éléments essentiels, il sera obligé de faire le tri, mais plus tard. Ce que je conseille en général aux étudiants, c'est de reprendre la séance du jour. Alors, soit le jour même, dans le meilleur des cas, mais sinon, dans les quelques jours qui suivent, c'est tout à fait raisonnable. Et l'idée, c'est de, en relisant les notes, comprendre quelles sont les notions qui manquent, quelles sont les notions qu'il n'a pas comprises et pour lesquelles il est obligé de travailler, c'est-à-dire d'aller rechercher les cours correspondants, éventuellement d'aller rechercher les notions dans certains ouvrages. Et dans un deuxième temps, cette prise de notes doit l'aider à préparer les exercices qui sont traités en travaux dirigés. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. La préparation de l'évaluation passe par la préparation des exercices de travaux dirigés. Alors, en ce qui concerne l'évaluation, pour ma part, j'ai tendance à poser des exercices aux étudiants qui sont construits de la même manière que ceux que je propose en travaux dirigés. Donc, première manière d'évaluer la notion, ou on peut également poser des petites questions de cours donc assez facilement sur ce type de notion. Donc, un exemple, ici, aujourd'hui, on a abordé la séparation des protéines par chromatographie échangeuse d'ions. Une petite question facile, j'ai envie de dire, à laquelle l'étudiant doit pouvoir répondre rapidement. On prend un exemple, un mélange de deux protéines, donc mélange de deux protéines A et B, qui sont caractérisées par des points isoélectriques distincts. Exemple, point isoélectrique de A égale 4, point isoélectrique de B égale 8. La question que l'on peut poser à l'étudiant, c'est sur une résine échangeuse de cations, à un pH de travail, donc pH de la phase mobile, pH de 6, quelle sera la protéine qui sera retenue par la phase stationnaire échangeuse de cations, quelle sera la protéine qui sera non retenue. Donc là, l'étudiant doit pouvoir refaire le raisonnement, à savoir la charge de la protéine donc, dépend de son point isoélectrique. Que se passe-t-il lorsque le point isoélectrique est inférieur au pH? Que se passe-t-il quand le point isoélectrique est supérieur au pH? Il en déduit la charge de chacune des protéines, A et B. Et donc, en fonction de la résine, ici, elle échange les cations, donc les ions chargés positivement. Et bien normalement, elle doit pouvoir retenir les ions positifs. Et au contraire, les protéines chargées négativement ne seront pas retenues. Vous voyez ici, dans cet exemple, que la méthodologie de travail qui est proposée n'est pas nouvelle en tant que telle, hein, c'est-à-dire que si vous avez suivi un cursus scientifique au lycée, je pense que c'est cette façon d'apprendre, cette façon d'évaluer, vous avez pu l'appréhender déjà dans des matières comme la biologie, la chimie, les sciences physiques. Et j'espère donc que cette vidéo contribuera à vous rassurer quant à la méthodologie de travail qui est requise pour pouvoir suivre un cursus de licence à l'université dans de bonnes conditions.